Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. La France adopte le mariage entre personnes du même sexe. Vote définitif tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Mais les opposants ne désarment pas. Les sénateurs UMP et centristes ont déjà saisi le Conseil constitutionnel. Quand l'Europe favorise le travail low cost grâce à l'évasion sociale, variante de l'évasion fiscale, dénoncée dans un rapport par le Sénat. Le coût de la panne, arme cachée des fabricants d'électroménagers et d'électronique pour nous faire acheter plus souvent les mêmes produits, les mêmes articles. Mobilisation des écologistes du Sénat derrière Jean-Vincent Placé contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. On ouvrira avec nos invités ce dossier fatal évidemment au pouvoir d'achat des consommateurs et à l'environnement également. Laurent Fabius s'est rendu immédiatement cet après-midi à Tripoli après l'attentat ce matin à la voiture piégée qui a blessé 2 gendarmes en faction devant l'ambassade de France. La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête. Mélanie Pontan. Des carcasses calcinées, c'est tout ce qu'il reste des 2 voitures garées devant l'ambassade française de Tripoli. L'explosion a blessé 2 gendarmes, dont un sérieusement. Il doit être opéré sur place avant un rapatriement vers la France. Si le bâtiment a été fortement endommagé, le pire a cependant été évité, selon le ministre des Affaires étrangères qui s'est rendu sur place. Cet attentat aurait pu être absolument un carnage. Il s'en est fallu de quelques minutes. Si le personnel avait été là, ça aurait été effectivement un drame épouvantable. Cet attentat a été fait pour tuer. La France ne cédera pas. Un acte inacceptable condamné par François Hollande qui demande que toute la lumière soit faite sur cet attentat. Aucune revendication n'est parvenue pour le moment. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et un groupement du GIGN est arrivé cet après-midi. Plus de 2 ans après la chute du régime de Kadhafi, c'est la première fois que l'on s'en prend aux intérêts français en Libye. Il pourrait se dire oui dès le mois de juin. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui a été ovationnée tout à l'heure à l'Assemblée nationale, imagine en effet les premiers mariages gays dès le mois de juin. L'Assemblée nationale a donc voté ce texte si controversé, alors que 2 opposants dans le public avaient tenté de déployer un instant une banderole. Le Conseil constitutionnel, que les sénateurs UMP et UDI ont déjà saisi ce soir, aura 1 mois pour se prononcer. La France est donc le 9e pays européen à autoriser cette cérémonie entre personnes du même sexe. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Je dois avouer que je suis submergée par l'émotion. J'espère être capable de vous dire quelques mots. Je suis extrêmement reconnaissante à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République de nous avoir offert l'opportunité de conduire cette très belle réforme. Nous n'avons rien ôté à personne et qu'au contraire, par ce texte de loi, nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré. Et à noter qu'Henri Guénaud, le député UMP qu'on a vu et entendu très en pointe contre le mariage gay, a voté pour par erreur. Haro sur le placement de salariés low cost en Europe. Le dispositif légal permet déjà de faire venir en France des ouvriers polonais ou portugais avec des charges réduites. L'enquête menée par le Sénat sous la houlette du communiste Éric Bocquet révèle que la formule est détournée pour l'emploi en France de salariés français. Cécile Sixou. Un site pour embaucher en France des travailleurs étrangers. Tout ça n'a rien d'illégal, mais d'après le sénateur Éric Bocquet, les fraudes se développent. Car si ces travailleurs estimés à 300 000 sont effectivement payés à des salaires français, les charges sociales liées à leur embauche sont acquittées dans le pays d'origine, donc souvent moins chères. Une concurrence déloyale pour Didier Ridoré, le président de la Fédération française du bâtiment, qui regroupe un tiers de cette main-d'œuvre low cost. Quand on compare
les taux de charge sociale entre la France et certains autres pays de l'Union européenne, on voit bien que même en respectant la loi française, ces entreprises étrangères auraient toujours un avantage considérable. Un avantage bien compris par des entreprises luxembourgeoises qui pratiquent des fraudes d'un nouveau genre. Et des sociétés d'intérim, d'emploi d'intérim implantées au Luxembourg, détachent des travailleurs français pour ensuite les proposer à des entreprises françaises travaillant sur le territoire français. Donc évidemment, il s'agit d'un faux détachement, mais ça permet au passage de bénéficier des charges sociales du Luxembourg qui sont bien sûr inférieures à celles de la France. Plus de contrôle, de sanctions, mais aussi plus de collaboration entre États. Le sénateur Éric Bocquet préconise un renforcement de la directive européenne qui encadre ces travailleurs dits détachés. Mais visiblement, beaucoup de pays européens ne sont pas prêts à modifier une directive trop intéressante pour eux. C'est l'un des volets de la décentralisation dont la réforme a été divisée par 3 par le gouvernement pour calmer la fronde des élus de tous bords. La création de métropoles, un nouvel échelon administratif, mais qui lui aussi crée des tensions parmi les élus. Fabrice Cunet. Paris, Lyon, Marseille, 3 grandes agglomérations appelées à devenir 3 grandes métropoles. Une vaste redistribution des rôles qui inquiète les élus locaux, et en particulier les maires de petites communes. La peur de se faire vampiriser. Il y a une crainte des maires que ce processus de métropolisation n'aboutisse en fait à la création d'une entité qui s'appellerait toujours la commune, mais qui serait une sorte de coquille vide. La métropole peut être un vrai tremplin, ça peut être une vraie chance pour effectivement Marseille. Mais pour cela, il faut aussi que l'État nous dise combien sur les projets l'État va apporter. Aujourd'hui, on vous dit « Ah non, non, faites la métropole, c'est la métropole qui vous aidera ». C'est pas vrai. Financement, compétences, le texte est qualifié de flou par ses détracteurs. À commencer par la région, inquiète de ce nouvel échelon hégémonique. Ce n'est pas un texte de décentralisation, ce n'est pas un texte de simplification. C'est un texte qui navigue à vue. C'est un texte qui essaye de satisfaire tout le monde et qui finalement ne satisfait personne. Alors il a été coupé en 3. Mais 3 fois 0, ça fait 3-0. Au Sénat, les auditions des élus concernés commencent aujourd'hui. Et face aux critiques, le gouvernement promet de la concertation. Moi, je fais confiance aux élus pour entre eux définir le qui fait quoi et pas seulement toujours par la loi. Parce qu'au fond, la France, elle est diverse et il faut prendre en compte, après 30 ans de décentralisation, la diversité de la France. À quel horizon, à votre avis ? Tout de suite. Tout de suite, le plus vite possible. Dans un an, il faut que ça fonctionne. Dans un an, dans quelques mois. La création des métropoles doit être discutée avant l'été. 2 autres textes suivront d'ici à la fin de l'année. Et le gouvernement compte sur le Sénat pour lever les doutes sur cette réforme. Rachida Dati jette l'éponge. Elle renonce à affronter finalement Nathalie Kosciusko-Morizet à la primaire de l'UMP en vue des élections municipales à Paris. NKM dit regretter ce soir une décision qui amoindrit un processus qu'elle voit toujours, elle, comme un outil qui rassemble. Rachida Dati explique dans Le Point cette semaine que NKM a déjà été choisi par les médias et le système. Fidèle à son image, donc, Michael Zemès, bonsoir. Bonsoir, Michel. Elle sème le trouble. Oui, c'est toute l'ambiguïté du personnage. Elle menace. Et puis finalement recule, mais reste quand même tapis dans l'ombre et prête à dégainer. Alors tout cela n'est pas nouveau, on peut même dire que c'est toujours la même histoire avec Rachida Dati. Rappelez-vous, lors des dernières législatives, face à François Fillon, j'irai jusqu'au bout et puis finalement, devant l'obstacle, eh bien plus personne, elle recule. Ce matin, donc, bis repetita. Il y a 10 jours, encore une fois, dans la presse, j'irai jusqu'au bout. Et donc, encore une fois, un recul. Alors comment l'expliquer ? Peut-être la peur de perdre, le coup d'avance, évidemment. Elle disait, évidemment, qu'on avait l'effet Ségolène Royal, qui avait fini 4e des primaires PS, et qu'elle ne voulait pas se retrouver dans cette même position. Alors, chez NKM, le bruit circulait qu'elle pouvait finalement renoncer, mais pas tout de suite. Peut-être quelques jours avant le vote, mais surtout pas avant le débat des primaires. Alors, vous l'avez dit, pour se justifier, elle dit que c'est la candidate des médias et du système qui a déjà été choisie. Alors, ambiguïté, encore une fois, car cette petite phrase ressemble à un tacle glissé contre la candidate UMP, mais elle l'assure tout de même de son soutien, qu'on prenne qui pourra, primaire au passage qui en prenne un sacré coup, puisqu'avec cette annonce surprise, eh bien, elle décrédibilise un petit peu l'exercice et affaiblit par là même son propre camp. Rachida Dati qui se dit populaire et prête à mettre sa notoriété au service du futur candidat UMP. J'ai envie de vous dire, la popularité c'est bien, mais l'engagement
c'est pas mal non plus. En tous les cas, Public Sénat diffusera vendredi soir le premier débat de cette primaire UMP pour la mairie de Paris, alors que Brice Hortefeux, vice-président de l'UMP, invité tout à l'heure de Preuve par 3, a réagi à cette nouvelle donne parisienne après cette dénonciation, notamment par Rachida Dati, d'une candidate NKM choisie, dit-elle dans Le Point, par le système et les médias. Morizet, la candidate des médias et du système, dit-elle. Est-ce que vous comprenez sa décision? Je n'ai pas compris de qui elle parlait comme candidate des médias. NKM. Je ne crois pas que Rachida Dati ait été particulièrement sevrée de médias. Je ne pas. Voilà, des petits problèmes techniques, vous l'avez compris, mais Brice Hortefeux considère que Rachida Dati est mal placée donc, pour évoquer le système médiatique, elle-même n'étant pas sevrée de médias. C'est ce qu'il a déclaré sur notre antenne il y a un instant. À noter encore que Rachida Dati attend demain la décision de la justice qui est appelée à se prononcer à sa demande sur l'interdiction d'une bande dessinée la mettant en scène. Elle, avec sa fille, la BD est intitulée « Au nom des pères ». L'obsolescence programmée, sous ce terme savant se cache une ruse des fabricants. Limiter la durée de vie de leurs appareils pour que les consommateurs, nous tous, soyons obligés de les racheter régulièrement. Mauvais coup, bien sûr, pour l'environnement et pour le pouvoir d'achat. Flora Sauvage et Mounir Soussi ont voulu en savoir plus et ont mené l'enquête auprès d'élèves ingénieurs à Paris. Des produits qui tombent en panne quelques jours après l'expiration de la garantie. Dans cette école d'ingénieurs, les étudiants sont sensibilisés à la question de l'obsolescence programmée. Guillaume est étudiant en 4e année en électronique. Quand on achète un produit et qu'on voit qu'il tombe en panne 2 jours après la fin de la garantie, on se dit toujours cette marque-là n'est pas sérieuse, ils ne font pas des produits vraiment sérieux en termes de qualité et en termes de fiabilité. Christian Touzeau dirige le laboratoire des systèmes embarqués et électroniques. Il explique pourquoi certains fabricants programment la fin de vie de leurs appareils électroniques. C'est une question de volume de vente. Les gens sont en concurrence, il faut vendre, 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 vendre. Comme les marges sur les produits électroniques sont relativement faibles, parce qu'il y a de la concurrence, c'est un marché très très concurrentiel. Donc les gens ils font des petites marges. Donc comment ils se rattrapent? Sur la quantité et sur le volume. Donc ils ont intérêt que ça change souvent. Et comme ils n'ont pas toujours j'ai une morale où la morale est un petit peu élastique, je vous dis c'est un problème d'éthique. Une question d'éthique, mais pas seulement, pour mettre un terme à ces pratiques néfastes pour l'environnement et coûteuses pour les consommateurs. Le groupe écologiste du Sénat s'est emparé de la question. Voilà, donc le débat est lancé et avec nous Cédric Musso de l'UFC Que Choisir. Bonsoir, merci d'être là. Benoît Helbrun, vous êtes professeur à l'ESCP, une école de commerce à Paris, mais là c'est l'ESCP Europe, et vous êtes spécialisé dans les nouvelles formes de consommation. Et Pascal Petitpas est également avec nous, vous êtes directeur du pôle innovation et nouvelles technologies dans le groupe Ex&Co et vous êtes surtout l'ancien directeur du laboratoire d'essai de la FNAC, donc vous connaissez très bien toutes ces méthodes industrielles et commerciales, l'obsolescence programmée. Alors concrètement, par exemple, vous pouvez nous dire déjà comment les fabricants l'imaginent, la conçoivent et puis la mettent en œuvre sans doute dès la conception des produits? Alors moi je ne vais pas partir du tout sur cette idée, puisque justement je pense que sur ce plateau je suis celui qui va être un peu à la défense des industriels, tout simplement parce que les industriels... Vous n'avez jamais rien trouvé d'anormal dans vos tests? Écoutez, je les connais depuis longtemps, j'ai fait des dizaines de voyages aux USA, au Japon, en Corée, j'ai visité de nombreux laboratoires, et ce que je peux vous dire c'est que parfois on fait peut-être aussi, on aura l'occasion d'en reparler, un mélange entre des problèmes techniques liés à des produits et ce qu'on qualifie d'obsolescence programmée, mais je vais laisser... Bon, mais pour vous la notion même, il y a une formule qu'on découvre, que beaucoup de téléspectateurs découvrent, l'obsolescence programmée, non, ça n'existe pas. L'obsolescence programmée qui signifie qu'un industriel pourrait programmer la fin de vie d'un produit. J'aurais quelques commentaires. Ça existe ou non pour vous? Pour moi, ce n'est pas fondé. Ah, ça n'est pas fondé. Alors tout de suite. On aura le débat intéressant. Cédric Musso. Évidemment, vous dénoncez cette obsolescence programmée. Attention, nous dénonçons l'obsolescence, mais effectivement, il y a une nuance sémantique qui est l'obsolescence programmée. Il y a un ressenti des consommateurs qui, justement, n'hésitent pas par le biais de leurs témoignages à dire, eh bien voilà, c'est à croire que l'appareil était programmé pour tomber en panne. Nous, nos ingénieurs, on a fait des tests. À ce jour, il n'y a pas de preuve scientifique permettant de dire qu'il y a bel et bien intrinsèquement un programme pour limiter la durée de vie d'un produit. Ce n'est pas à dire
que les professionnels sont vertueux. Il y a bel et bien un problème d'obsolescence que nous qualifions, nous, d'organiser. C'est-à-dire que tout un système est mis en place pour qu'effectivement la durée de vie d'un produit soit limitée. Mais entre organiser et programmer, moi, je vois pas très bien la différence. La vraie différence, c'est majeur. La vraie différence, c'est de dire qu'intrinsèquement, on n'est pas en train de dire qu'il y a un programme qui va éteindre l'appareil à telle date. Ce qu'on dit, c'est que vous achetez un appareil qui est composé de toute une série de pièces détachées. Et le problème, c'est qu'au bout de quelques mois, une des pièces détachées va être défectueuse, défaillante. Vous allez donc vouloir en changer. L'industriel sait qu'elle est fragile. Mais le problème, c'est que la pièce détachée, vous allez vouloir la changer, la remplacer. Sauf que la pièce détachée n'est plus disponible sur le marché. Oui, mais déjà, rapporter le produit au service après-vente, déjà, ça coûte cher, parfois plus cher que le produit. Il est vrai, parce qu'il n'y a pas l'information. Le vrai problème, il est l'absence d'information des consommateurs. Sur quoi? Sur la durée de disponibilité des pièces détachées. Le code de la conso le prévoit déjà. Normalement, les professionnels ont l'obligation d'informer sur la durée prévisible de disponibilité des pièces détachées. Aucun ne le fait. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les consommateurs, n'hésitez pas à questionner les conseillers. Deuxième chose, la durée légale de garantie. Elle est aujourd'hui 2 ans. Quel consommateur sait que la durée légale de garantie est de 2 ans? Pas beaucoup, et les professionnels surfent sur cette méconnaissance pour vous proposer des extensions de garantie qui sont souvent redondantes avec la durée légale de garantie. Ah non, parce que ça va à 5 ans. Non, mais parce que certaines, c'est déjà dès la première année. Donc vous avez une année totalement inutile, puisque la durée légale, elle est 2 ans. Donc ça des garanties de 5 ans, c'est qu'ils doivent croire en leurs produits quand même, non? Mais je pense qu'il faut peut-être définir pour le téléspectateur les différents types d'obsolescence. Parce qu'il y a l'obsolescence technique, c'est-à-dire un produit ne correspond plus à un marché parce qu'il y a une rupture technologique, donc une innovation sur le marché. Et qui peut être programmée aussi, excusez-moi. Oui, qui peut être programmée, oui, bien sûr. Par exemple, on a un iPhone tous les 2 mois et demi, c'est qu'il y a une programmation quand même. Oui, mais il y a une programmation. De l'évolution technologique, pas du fait que votre iPhone il est programmé pour tomber en panne au bout de 2 mois et demi. Bien sûr, c'est pas une panne dans ce cas-là. C'est là où la nuance sémantique est importante. Oui, bien sûr. Après, il y a une obsolescence psychologique, c'est-à-dire que le design, le marketing font en sorte de créer de la rotation des produits. Il y a un lien quand même entre l'obsolescence et la croissance, puisque pour produire de la croissance, il faut que les gens rachètent. Oui, c'est ça, ça produit de la valeur ajoutée et ça produit effectivement de l'emploi. Et puis il y a cette fameuse obsolescence programmée dont on ne sait pas aujourd'hui véritablement si elle est programmée ou pas et qui est donc problématique. Personne dans aucun laboratoire d'essai du monde n'a jamais réussi à démontrer qu'un fabricant de réfrigérateurs ou je ne sais quoi, d'un grille-pain avait programmé le nombre d'heures de fonctionnement de l'appareil. Non, c'est un nombre d'ouvertures de portes, un réfrigérateur. Une machine à laver, c'est un nombre de lavages. Vous achetez une machine à faire des cafés expresso, on va vous dire que c'est garanti pour 4000 cafés. Voilà. Et après, vous faites ou pas une extension de garantie. Mais il ne faut pas oublier que la société de consommation est fondée sur l'obsolescence et sur la rotation, c'est-à-dire sur la mode. En fait, on est dans un système social qui recherche en permanence la nouveauté. La société de consommation, elle est romantique, c'est-à-dire qu'on cherche la nouveauté, des surprises, des nouvelles émotions. Donc on a beau essayer de lutter... On n'est pas très heureux quand on a un appareil électroménager qui tombe en panne et qu'il faut le remplacer. Non, on n'est pas très heureux de rester 15 ans avec le même appareil électroménager parce qu'on veut de la nouveauté. C'est le moteur de la société de consommation. Ça ne change pas, ça, ce comportement-là. Ça ne change pas. Ce qui va peut-être changer, c'est le fait que la consommation collaborative va nous faire passer à une économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va utiliser les produits, pas forcément les posséder. C'est ça le changement. Le changement ne viendra pas du politique, il viendra des usagers, des consommateurs. C'est quoi ça alors? On n'aura plus Oui, l'économie de l'usage. Vous ne possédez plus, c'est-à-dire que vous n'allez pas acheter un lave-linge, vous allez utiliser à plusieurs un lave-linge. Comme la voiture, et c'est comme la voiture, comme le vélo, comme vous allez à l'hôtel, vous louez des draps, vous louez une chambre, etc. Et en fait aujourd'hui, on peut louer pratiquement tout. On peut louer des jeans, on peut louer un smoking pour une soirée. Puis pourquoi une perceuse? Le smoking, je peux le comprendre, mais le jean, c'est quand même encore en usage. La durée d'utilisation d'une perceuse sur toute sa vie, c'est moins de 7 minutes. Pourquoi acheter une perceuse? Ça n'a aucun sens, sauf si vous êtes vraiment un bricoleur chevronné. Peut-être qu'il est important de rappeler également la notion de prix, parce que dans les objets qui nous entourent, que ce soit des produits d'électroménager, des produits d'électronique grand public, on a quand même des variables extrêmement importantes. Aujourd'hui, on peut trouver des fers à repasser à 19 €, on peut retrouver des aspirateurs à 29 €, et puis on peut trouver également de la qualité. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne pourra jamais garantir d'avoir un produit fiable à long terme si ce produit a été fait avec des composants qui eux-mêmes sont de qualité très moyenne. Donc ça signifie également qu'un produit doit avoir été construit convenablement, avec une marque référente également, de façon aussi à pouvoir garantir avec un peu plus de fidélité, comme on le disait tout à l'heure, la possibilité de fourniture de pièces détachées à terme, ce que ne fera peut-être pas le Chinois qui a vendu ce produit. Attendez, c'est très important, vous dites que l'obsolescence, je veux dire, avec des produits de
piètre qualité, c'est bon pour le pouvoir d'achat, puisqu'on peut effectivement, et on l'a tous constaté dans les magasins, acheter désormais des produits très très bon marché qui coûtaient plus cher auparavant. Il y a des excès aussi de très mauvaise qualité, puisqu'aujourd'hui quand on voit par exemple une machine à laver qui va avoir une courroie d'entraînement qui va être faite avec des moyens extrêmement faibles, il est évident qu'au bout d'un certain temps d'usage, eh bien cette courroie va casser. Ouais. Alors que si on a pris un produit d'une qualité supérieure, il y a de fortes chances que cette courroie ait été étudiée pour des cycles beaucoup plus longs. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose, vous nous dites oui, de mettre le prix dans un produit qu'on va acheter? Mais ça a encore un sens. Il y a deux éléments. Il y a deux éléments, parce qu'il faut arrêter de raisonner sur l'acte d'achat. Parce qu'il y a l'acte d'achat et il y a le coût de réparation de l'appareil. Et c'est les deux cumulés qui permettent de dire si c'est un intérêt ou non. Et le vrai problème, c'est que justement, ce coût de réparation, il n'est jamais mentionné. Et que parfois, justement, le consommateur ne s'orienterait pas vers un prix d'achat initial peu élevé, puisqu'il verrait que le coût de réparation est, lui, très élevé. Et c'est la moyenne des deux qui permet de se dire si c'est intéressant ou non. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, à l'UFC, les consommateurs ne sont pas pour la durabilité à tout craint. Et il n'y a pas un intérêt écologique non plus à la durabilité à tout craint. C'est l'un des grands arguments d'un maçon placé. Mais c'est mauvais pour la planète de toujours renouveler tout. Sauf que c'est de la casuistique. C'est-à-dire que vous avez des équipements, dire il faut le durable à tout prix. Au bout d'un moment, on va se dire qu'il faut continuer de garder des équipements peu performants, très énergivores, parce que la durabilité c'est bon pour l'environnement. Non, il faut faire un bilan écologique global. Et parfois, il y a davantage intérêt à recycler un produit peu performant écologiquement et à acquérir un produit plus performant et plus économe et moins énergivore. C'est d'ailleurs là-dessus que fonctionne le luxe. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un objet de luxe? C'est un objet que vous allez garder pendant des années. Et en fait, à l'usage, c'est beaucoup plus intéressant. Donc quand vous dites tout à l'heure, on va augmenter son pouvoir d'achat ou le défendre en achetant des produits peu chers, ça c'est un leurre. En fait, en achetant des produits peu chers, on perd du pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, il faut regarder non pas la valeur à un moment donné du produit, mais la valeur étendue, c'est-à-dire de la conception jusqu'au rebut. Et en fait, on s'aperçoit qu'en regardant les objets par le prisme de la valeur étendue, notre façon de valoriser les objets est totalement modifiée. Pascal Petitpas, est-ce qu'aujourd'hui la technique permettrait des durées de vie beaucoup plus longues que ce que l'on connaît aujourd'hui en matière d'électroménager? Restons sur cet exemple. Alors, imaginez tout simplement deux produits face à vous dans un même magasin. Ouais. Un produit qui a été fait avec des composants qu'on va qualifier de moyens, qui va être affiché par exemple à 500 €, et puis un produit qui paraît totalement identique, qui a des fonctionnalités, des caractéristiques identiques, mais qui garantirait d'avoir des composants de qualité et qui serait facturé 2 fois plus cher. Pensez-vous qu'un consommateur aujourd'hui aurait la logique d'aller vers ce produit? Le problème, c'est qu'on cherche le prix. On disait d'ailleurs depuis des années, les produits d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans duraient plus longtemps. Alors, je peux vous dire, il y a 30 ans que je suis dans ce métier, il y avait bien sûr déjà des pannes, il y avait bien sûr des pannes répétitives qui pouvaient se produire déjà à cette époque, mais surtout, aujourd'hui, le problème majeur, c'est qu'un téléviseur, par exemple, en 1980, il fallait 2 mois et demi de SMIC pour force le payer. Aujourd'hui, un téléviseur de 1 mètre de diagonale, il faut globalement 15 jours de SMIC pour l'acheter. Donc le prix des produits a considérablement baissé et on a globalement un taux de retour, un taux de panne qui n'a pas augmenté. Donc le consommateur aujourd'hui s'y retrouve. Alors bien sûr qu'on a envie qu'un produit soit le plus fiable possible, bien sûr qu'on a envie d'entendre que la garantie est longue, mais notons quand même qu'en 30 ans, en 20 ans, les prix ont considérablement baissé et la qualité globalement a été tout à fait respectée. Alors, la disponibilité des pièces, elle a baissé. Voilà, alors, la durée de disponibilité des catégories de produits. Vous avez vu son ombre passer dans ce studio. Joël Labbé, le sénateur écologiste, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors, il y a plein d'idées reçues, en fait, qui sont battues en brèche depuis le début de cet entretien avec nos 3 spécialistes sur les bonnes intentions du groupe écologiste en matière d'obsolescence programmée. D'abord, la contestation est vive sur la notion de programmation de cette obsolescence. Le gain pour l'environnement est également contesté et on dit que c'est moins la volonté des producteurs de produits que celle des consommateurs qui jouent en la matière. Alors, vous allez peut-être avoir plus de mal finalement que prévu à défendre votre texte du jour. Oui, alors on peut toujours tout discuter. Maintenant, ce que l'on sait, c'est que par le passé, on avait des matériels durables, réparables, avec pièces de rechange, tous ces aspects-là. Maintenant, on sait que l'obsolescence programmée existe, qu'elle est pratiquée par un certain nombre. Elle n'est pas démontrée, nous dit-on. Oui, évidemment, elle n'est pas démontrée. Enfin bon, c'est suffisamment. Donc il y a eu des études de l'ADEME, aussi d'un organisme européen, qui l'ont démontré comme étant avéré. Je crois que ça, ce n'est plus contesté du tout.
Voilà, on est. Disons que je pense qu'au niveau sémantique, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un problème d'obsolescence, qu'effectivement le système est organisé de telle manière à ce que la durée de vie des appareils soit réduite. Maintenant, j'ai dû reconnaître qu'aucun de nos ingénieurs n'était en mesure de prouver scientifiquement que l'obsolescence était programmée, c'est-à-dire qu'intrinsèquement, le produit était programmé pour mourir à telle date. Alors je vais l'appeler quand même. La proposition de votre ami président Jean-Vincent Placé, c'est de créer un délit d'obsolescence programmée. C'est bien ça? Oui, mais lorsque c'est intentionnel, oui, on ose le dire, nous. Ah oui. Voilà, évidemment, de faire reconnaître le délit d'obsolescence programmée. En justice. Oui, absolument. Parce qu'il y a un moment où il est temps d'en finir avec des pratiques et des habitudes. Reconnaissons les uns et les autres on est dans la génération du jetable. On achète un téléviseur, certes pas cher, mais cher par rapport à sa durée de vie. Ça vaut pas le coup de le réparer. 3 ans après, on en achète un autre et ainsi de suite. En termes environnementaux, évidemment, ça ne tient pas. En termes de ressources, environnementales, ressources et déchets, ça ne tient pas. En termes social, non plus, parce qu'on oublie tous les métiers de réparation, tout ce qui se passait, maintenance, réparation, pièces de rechange, tous ces aspects-là. Tout ça, on a oublié, mais ça s'est joué en 2 décennies, et très très rapidement. Donc nous avons pour information dans notre groupe, mais comme dans beaucoup de groupes d'électronique et de distribution en France, plusieurs centaines de petits magasins qui réparent les produits. Il faut savoir que ce monde de la réparation, c'est 10 000 personnes en France quand même qui font les réparations, et on continue à pouvoir réparer des produits. Et je pense que beaucoup de nos consommateurs sont ravis de pouvoir faire durer les produits à partir du moment où on a choisi une nouvelle fois. Il ne faut pas que ça coûte plus cher que le produit neuf. Je tiens à mon idée. On peut lancer un appel pour voir le nombre de personnes qui ont pu réellement, par rapport aux produits extrêmement complexes, obtenir la réparation de leur appareil. Un des acteurs de l'obsolescence, non pas programmée, parce que ce terme, je ne le prends pas pour moi, mais de l'obsolescence, c'est aussi le consommateur. Regardez le marché aujourd'hui, 23 millions de smartphones en circulation en France. Il va s'en vendre 15 millions cette année. Ça signifie que ce ne sont pas des produits qui vont tomber en panne pour la plupart, mais des produits qu'on va avoir envie, comme un phénomène de mode, de remplacer. Oui, mais personne n'a rien contre les évolutions technologiques ou les effets de mode. Là où il y a un véritable problème, c'est quand vous achetez un appareil et qu'au bout de quelques mois, alors qu'une seule pièce est défectueuse, voire avec la complexité qu'il faut un logiciel de mise à jour, et que quand vous mettez ce logiciel en fonction, eh bien carrément votre appareil n'est plus utilisable. Donc c'est par rapport à nous, ces éléments-là, qu'on parle d'obsolescence. S'agissant des effets de mode, des évolutions technologiques, il ne s'agit pas d'être pour la décroissance, ça va dans le bon sens. Mais maintenant, il y a clairement un problème d'obsolescence. Augmenter la durée de garantie, là je suis désolé, mais ça c'est une bonne piste. Et il faut arrêter de croire que le débat il est franco-français. Le débat il se situe aussi à l'échelle européenne. Il y a actuellement un règlement qui s'appelle droit commun de la vente qui est discuté au niveau européen, et ces questions d'extension de durée de garantie sont posées. Tous les consommateurs seront d'accord, et tout le monde ici autour de cette table pour une extension de garantie, tout le monde prend. En revanche, Benoît Hamon, le ministre, il a dit que c'était pas une réponse acceptable à l'idée du délit. Il veut pas une réponse en droit. Là, vous ne serez pas suivi là-dessus, mais vous espérez quand même des avancées. Sur l'aspect de la garantie, évidemment. Sur l'aspect de la garantie. Évidence qui voudra dire une qualité mieux assurée. Et n'oubliez pas, ouvrez l'œil dans les magasins, regardez bien les étiquettes. Merci. Merci à tous, et puis lisez l'UFC Que Choisir et ses tests comparatifs. Il y a une petite notion à ajouter peut-être sur l'obsolescence des produits. Sur la disponibilité des pièces, elle est sur parfois la disponibilité, mentionnée. C'est parfois mentionné. Merci à tous. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale de Cadoc. Je vous retrouve à 22h45 pour Preuve par 3. Et donc notre invité sera Brice Hortefeux. Bonsoir à tous. I just had a meeting with my economic team and start establishing a foundation for long-term economic growth. That involves making investments on healthcare and energy and education. Les Américains voyaient en lui l'espoir d'un nouveau souffle pour leur pays. Le réalisateur William Carell fait le récit de ses 4 années au pouvoir, avec ses erreurs, ses faiblesses, dans une Amérique en crise. Ils ne savaient pas à ce moment-là à quel point l'économie s'était effondrée. Personne n'aurait pu le prévoir. C'était vraiment sans précédent.
Plongez dans les coulisses du pouvoir avec le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, au cœur de la Maison-Blanche, dimanche à 9h sur Public Sénat.